très heureuse de vous retrouver pour cette saison 6 des webinaires MIAI et de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode consacré à un sujet aussi fascinant que stratégique, la guerre cognitive. Donc, je suis Anne Bavazano, chargée de partenariat et d'innovation au MIAI Cluster de l'Université Grenoble-Alpes. Pour en parler, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir deux experts. Donc d'abord Fabrice Jaouen, donc officier général en deuxième section. Donc Fabrice intervient également en école de management sur les systèmes d'information et la stratégie d'entreprise. Et il coordonne le collège Humanité, Société et Intelligence artificielle au sein de l'AFIA, l'Association française pour l'intelligence artificielle. On dira peut-être un mot au cours de son intervention. Et vous pouvez aussi retrouver ces analyses via son blog. Je vous en partagerai le lien dans le chat. À ses côtés, nous avons Baptiste Prébault. Donc, Baptiste est ingénieur docteur en sciences cognitives appliquées. Il est expert en facteurs humains à la Direction générale de l'armement, à la DGA. Bon, il mène aussi des travaux de recherche sur la défense et la sécurité cognitive et le Human Autonomy Teaming. Donc, alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&A tout au long du webinaire et nous prendrons un temps dédié à la fin pour que nos deux experts y répondent. Donc, Fabrice, Baptiste, merci beaucoup d'être avec nous et je vous laisse la parole. Ouais, merci. Je vais commencer, il me semble que c'était ça qu'on avait Oui, dit, c'est ça. Fabrice. Tout à fait, Baptiste. Commencer par dire deux mots déjà pour cadrer un petit peu le contexte, puisque dans le sujet, on parle de guerre cognitive, on parle d'influence. Il y a souvent de la confusion, qui s'est faite entre ces différents termes. Ce sont certains mots à la mode, ça renvoie à la guerre d'information, on parle d'ingérence étrangère. Donc, il y a en ce moment tout un petit écosystème sémantique qui se met en place avec un petit peu de peut-être d'incertitude. Donc, d'abord pour cadrer en fait pourquoi, en tout cas, je vais essayer de présenter ma vision moi de ce que je considère la guerre cognitive, en tout cas pourquoi la cognition est devenue un sujet. Euh, et principalement, ça va résider et pourquoi aujourd'hui c'est pas on ne parle pas seulement de guerre de l'information augmentée. Il y a un vrai sujet autour de la cognition. Et principalement, ça réside dans la différence qu'on va mettre entre information et connaissance. Donc pour ça, je vais juste partager quelques slides. Voilà, normalement, tout le monde voit bien. Euh, Ce que je présente là, c'est un schéma très simplifié d'une boucle décisionnelle, une boucle cognitive, qui reprend les grandes étapes du traitement de l'information, en fait. Donc l'information est avant tout perçue, elle émane de l'environnement, elle est perçue, elle est traitée euh, pour lui donner du sens et pour créer de la connaissance. Et ensuite, cette connaissance qui sera ensuite contextualisée, qui sera envoyée dans des représentations mentales, qui va permettre finalement ensuite de créer des décisions et des actions derrière. Alors pourquoi je présente ça? C'est pour montrer que finalement, si on s'intéresse uniquement à l'information, euh, on s'intéresse à ce qui rentre, à la donnée d'entrée finalement. Euh, et, euh, et ce n'est là que un versant. Alors, l'information aujourd'hui, c'est extrêmement central. Je vais y revenir, mais principalement parce elle est manipulable dans l'entièreté du cycle est manipulable, on va dire, et dans toutes ses dimensions. Néanmoins, si l'objectif d'influence dont on va parler, euh, il est pour orienter les représentations euh, et à terme modifier les décisions, les attitudes et les actions, les comportements réels d'individus. Agir sur l'information, c'est agir sur la donnée d'entrée. Mais aujourd'hui, il y a un autre aspect qui rentre en compte et en tout cas qui est devenu accessible et on va dire un petit peu manipulable, c'est la cognition elle-même. C'est-à-dire la cognition, là-dedans, c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent le traitement, qui sous-tendent le traitement et la transformation de cette information en connaissance. Je pense que le premier effet, ou celui
on a déjà entendu parler depuis quelque temps, c'est les effets de notre environnement technologique sur l'attention. L'attention joue un rôle énorme dans la recherche d'informations, mais aussi son traitement. Euh, et donc, ce que je veux illustrer par là, c'est que donc, c'est devenu un sujet et finalement, quand on parle de guerre cognitive, quand on s'intéresse à la guerre cognitive, d'un point de vue recherche, on va s'intéresser principalement à essayer de décrire les mécanismes qui sont aujourd'hui rendus vulnérables, principalement par notre environnement technologique. Et ensuite, comment en fait ces vulnérabilités-là euh, sont-elles ou pourraient-elles être exploitées par euh, des compétiteurs, pour ne pas dire des adversaires. Et surtout, ça veut dire comment s'en prémunir, comment s'en défendre. Donc, euh, c'est considérer le fait qu'aujourd'hui, il y a un sujet, il y a un risque, et que le risque, c'est d'avoir une influence facilitée sur des décisions et sur des actions. Et donc, on a besoin de réfléchir à comment s'en protéger. Alors ça m'amène juste à deux points avant de revenir sur le sujet de l'IA qui concerne un peu plus aujourd'hui. Deux points sur ce sujet de la guerre cognitive. Premièrement, c'est que même s'il y a le mot guerre, c'est avant tout un sujet sociétal. Je pense que Fabrice reviendra là-dessus un peu aussi. Euh, Parce que ce qui est ciblé, la modification, l'influence dont on parle aujourd'hui, c'est pas l'influence uniquement sur des décideurs stratégiques, économiques, politiques, militaires. Bien sûr, ce sont des cibles privilégiées. Ce n'est pas l'influence non plus uniquement des soldats ou des militaires déployés durant un conflit. Ça l'est, c'est le cas en Ukraine, et eux aussi sont des cibles privilégiées. Mais ce qui est ciblé ici, c'est la société dans son ensemble, et derrière ça, en fait, le modèle, surtout la démocratie elle-même, et la capacité à être une société ouverte, etc. Et ça m'amène à un deuxième point encore une fois, là on en parlait juste avant et Fabrice il reviendra plus longuement, c'est que ce concept de guerre cognitive est un concept occidental. C'est un moyen, que nous avons trouvé occidentaux, principalement OTAN, pour décrire ce qui nous semblait, ce que l'on a commencé à ressentir, ce qui nous a semblé être rendu possible et accessible par des conjonctions technologiques. Euh, Ça nous a permis de décrire également ce que l'on avait l'impression de commencer à subir. Euh, donc voilà, donc c'était pour poser des mots sur cette modification un petit peu profonde et sur les risques qui allaient avec. Pour euh, les Chinois, pour les Russes, eux ne font pas de la guerre cognitive. Ils ont une conception entièrement différente de de l'affrontement et ils intègrent depuis très longtemps des dimensions cognitives ou psychologiques de manière très approfondie et avancée et vraiment penser l'affrontement de manière différente. Donc, de dire que les Russes nous mènent une guerre cognitive, c'est une sorte d'aberration. C'est la façon dont nous décrivons, nous avons de décrire ce que les effets recherchés euh, par par des adversaires. Euh, et donc, pour revenir au sujet de l'IA, finalement, donc on voit ce que je voulais présenter là, c'est-à-dire que dans l'objectif de manipuler, d'influencer un comportement, il y a deux leviers d'action. La donnée d'entrée, donc l'information, et le moteur, l'ensemble des mécanismes qui sous-tendent aussi le traitement de l'information. Dans ce cadre-là, l'IA va intervenir de deux manières différentes. D'une part, sur l'information, et là on va se concentrer un petit peu à décrire ce que l'IA permet de faire aujourd'hui. Donc, c'est peut-être le volet euh, le plus concret, le plus explicite, en tout cas, qu'on peut voir tous les jours, avec en quoi elle nous permet d'avoir une maîtrise totale sur l'environnement informationnel. Ça revient un petit peu enfin, parler avec le cyber, à décrire les TTPs. Euh, et l'autre aspect qui est un petit peu plus
on va dire, moins souvent présenté. Et c'est pour ça que souvent on fait une assimilation de guerre cognitive à influence informationnelle. Finalement, c'est parce qu'on oublie cet aspect-là, c'est-à-dire que euh, il y a un terreau, tout cela est rendu aujourd'hui possible par notre environnement technologique, réseaux sociaux, infrastructure des réseaux sociaux, smart device, aujourd'hui l'IA, qui affecte déjà, sans intention aucune malveillante derrière, hein, simplement par le fait, par les usages qui y sont proposés ou imposés, ont des conséquences sur notre cognition et par là des ricochets euh, sur, euh, sur tout un tas d'éléments, dont des niveaux sociaux et sociétaux, etc. Euh, donc, je vais revenir sur ces deux aspects. Déjà, sur ce que l'IA nous fait, rapidement, c'est simplement citer donc les trois niveaux dont je parlais, un impact en fait cognitif de notre environnement technologique, mais aujourd'hui on se concentre plus spécifiquement sur l'IA, un impact, un niveau psychologique et un niveau sociétal. Alors là, c'est trois exemples d'articles relativement récents. Le premier, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler parce il a fait beaucoup de bruit, il a été repris très souvent en fait de manière peut-être disproportionnée ou alors en tout cas avec des raccourcis euh, qui qui n'ont pas mis en valeur, on va dire, simplement en disant, il y a eu des titres de journaux, c'était ChatGPT rend con. Euh, En vérité, c'est plus complexe que ça, mais donc pour rappel, là, cet article-là, donc Your Brain on ChatGPT, euh, c'était une étude pseudo-longitudinale en trois séquences où des scientifiques de MIT Media Lab comparaient l'effet d'écrire sans aide avec un moteur de recherche ou avec ChatGPT sur des tâches standardisées, répétées trois fois, plus une tâche de rappel. Et ils ont mesuré l'activité cérébrale. Et effectivement, le raccourci qui était fait, c'était, ben, on voit qu'il y a moins d'activité cérébrale quand on utilise ChatGPT, donc moins d'activité cérébrale, ça veut dire qu'on est plus bête. Grosso modo, c'était un petit peu ça les raccourcis. Bien évidemment, c'est bien plus complexe que ça. Et moi, à mon sens, l'article est intéressant parce qu'il montre deux choses. Il montre déjà, d'une part, en fait, que ChatGPT fonctionne. Il fait exactement ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire réduire l'effort, la charge cognitive nécessaire pour réaliser une tâche qui, jusqu'à présent, n'était pas automatisable. Euh, et c'est ce simple but-là, ce qui est mesuré, c'est l'effort cognitif nécessaire à fournir. Euh, donc très bien, ça veut dire il remplit son rôle, il remplit ce pourquoi il a vraiment été designé et conçu. Maintenant, la question intéressante que ça pose, et c'était un petit peu la deuxième partie de l'étude, euh, qui montrait que finalement, quand on enlève cette sorte de prothèse, on a plus de mal à mobiliser, remobiliser l'effort cognitif nécessaire, et que l'utilisation du chatbot, en fait, aussi jouer sur l'apprentissage, sur la mémorisation de ce qui avait été rédigé, ce qui, pareil, paraît assez normal, et ce qui se pose là la question de l'impact sur euh, non pas la réalisation de la tâche, finalement, mais sur l'objectif de réaliser cette tâche-là, de l'effet pour l'humain, qui n'est pas juste la production au sens productiviste de réaliser un objet, mais en parallèle, tout ce que ça permet, c'est-à-dire d'apprendre, de se mobiliser, etc. Donc voilà, donc ça c'est un premier exemple du type de questions qui sont quand même soulevées. Euh, Deuxième partie, je vais passer peut-être un petit peu plus rapidement, mais l'impact psychologique. Là, on a plus commencé à s'intéresser à la forme que prennent notamment les chatbots et aux caractéristiques un petit peu intrinsèques. Et alors, quand je dis intrinsèques, c'est par la technologie et par la façon, par les usages qui nous en sont proposés, la façon dont ils sont designés, de la même manière que les réseaux sociaux sont soutenus et designés avec des algorithmes de recommandation euh, particulier.
Là, d'autres mécanismes rentrent en jeu. On parle beaucoup de sycophancy, qui est le caractère des chatbots à aller toujours dans le sens, donc à être très engageant en allant dans le sens de l'utilisateur. Et en fait, le simple fait de s'exprimer en langage naturel crée une relation avec la machine qui n'est plus du tout la même que celle avec un moteur de recherche, où on est dans un échange, on est dans de la dynamique, on est dans une simulation de comportement humain qui engage l'utilisateur d'une manière différente et encore plus approfondie. On a commencé à avoir déjà un petit peu les dérives de où ça peut mener selon les profils. Et c'est aussi l'objet là, du- de l'article présenté qui est finalement cette psychophancie sur des personnes qui ont déjà des tendances à délirer ou à la psychose. Ça a un effet extrême, c'est-à-dire que même des gens qui ont une simple euh, sensibilité, euh, le fait de les encourager continuellement dans leur délire, ça a des répercussions psychologiques et psychiatriques assez importantes. Et enfin, le dernier niveau, c'est un impact sociétal. Là, on se rapproche un petit peu plus des questions notamment d'orientation politique. L'exemple, il n'est pas sur des LLM ou des chatbots, mais c'est un article qui est sorti en février dernier qui montrait ce qui était un petit peu euh, euh, pensé, mais pas montré de manière aussi objective ces dernières années. C'est que le type d'algorithme de recommandation, donc vraiment un fil d'actualité soutenu par un algorithme. Donc là, on est sur X en plus, donc forcément nécessairement orienté par rapport à un feed d'actualité simplement chronologique, a des effets sur les représentations, les attitudes et là, ici, les opinions politiques qui perdurent dans le temps. Donc, il y a une véritable conséquence, un effet des choix de conception des algorithmes et des outils sur, une influence sur les opinions, etc. Et il y a peut-être un dernier niveau que j'ai pas présenté ici, qui est même ce qui est sous-entendu là-dedans, c'est qu'il y a un niveau économique où finalement, notamment par l'apparition des chatbots et la démocratisation, en tout cas sous forme de chatbots des compagnons IA, il y a un switch entre une économie de l'attention, comme on avait jusqu'à présent, avec la sollicitation la mise en place de mécanismes de captation de l'attention, vraiment, à une économie de l'intention, c'est-à-dire en fait une attention contextualisée. Euh, et donc, ça change un petit peu l'objet ou de ce qui est monétisé derrière et de ce qui est récupéré. Euh, et ensuite, le deuxième volet, donc là, c'est tout ça pour dire, c'est que la technologie en elle-même et par les usages, encore une fois, qui nous en sont proposés et la façon dont les outils sont conçus, euh, va exacerber ou créer des vulnérabilités, en tout cas renforcer, fragiliser peut-être de manière supplémentaire et créer de potentielles surfaces d'attaque ou nouvelles surfaces d'attaque pour des adversaires potentiels qui souhaiteraient euh, influencer des individus. Et donc là, c'est effectivement comment l'IA peut être mobilisée par ces personnes-là pour activer, pour exploiter ces vulnérabilités. Donc c'est loin d'être exhaustif, hein. C'était pour moi trois grands niveaux. D'une part, on a la génération de contenu réaliste, là c'est le plus évident, hein, que ce soit faux ou pas, enfin, ou que l'information qui cherche à être véhiculée soit fausse ou pas, hein, mais donc, bien évidemment, des deepfakes, des faux experts, on manipule l'entièreté du spectre de l'information. On peut choisir quelle information est vue par qui, quand, comment. Donc, le format, le vecteur, le, le tiers de confiance, on va dire, etc. Tout cela peut être entièrement manipulé. Il y a deux grands exemples qui sont effectivement les opérations Doppelganger et le Pravda Network, qui sont des opérations russe on peut dire, de pollution de l'environnement informationnel par la création de manière grandement automatisée de faux sites Internet, dont certains
copier des sites Internet existants. Et là, ce qui était intéressant, c'est que l'objectif n'était pas tant donc, il y en a eu plus de 180 qui représentaient plusieurs millions, je ne sais plus combien d'articles, etc., qui étaient reliés ensuite sur différentes plateformes. Euh, et en partant de là, donc, une sorte d'empoisonnement de l'environnement informationnel. Ces sites n'étaient pas forcément très consultés, mais par contre, il y a juste eu à attendre le nouveau moissonnage pour de l'entraînement de LLM pour s'apercevoir que, en fait, on a un empoisonnement des données et donc les fausses informations qui étaient présentées dans ces sites-là étaient très rapidement et très facilement reprises par les modèles. Bien évidemment, l'automatisation, donc ça veut dire la réduction du coût de tout ça. Donc, on est rentré dans une sorte d'industrialisation de ces méthodes d'action. Et la possibilité, un peu comme je disais, d'amplifier artificiellement des effets. Donc, c'est le principe de l'astroturfing, c'est on va mettre des bots qui vont donner l'impression créer un faux artificiel, un mouvement d'opinion artificiel qui ensuite va se transformer potentiellement en vrai mouvement d'opinion, mais donc en fait, biaiser aussi la représentation qu'on peut se faire sur l'importance d'un sujet. Euh, et ensuite, un autre élément, c'est plus pour le micro-ciblage ou la capacité à analyser des données de plus en plus fines pour faire des profils à l'échelle individuelle. Alors pour le grand public, c'est peut-être moins intéressant. En revanche, faire des personnages artificiels ou même des doubles numériques pour anticiper les prises de décision de certains individus, de certaines personnalités clés, bah, c'est quelque chose qui se fait. La CIA avait annoncé avoir quelques sortes de LLM, de doubles de personnalités publiques. Et avec, voilà, pour conséquence, un petit peu tout ça, c'est-à-dire maîtrise de bout en bout de la chaîne informationnelle. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de garde l'information augmentée, c'est-à-dire que pour moi, il y a un petit peu une sorte de game over. Je vois pas comment on peut aller plus loin dans la maîtrise de créer du contenu, choisir son format, créer un tiers de confiance de manière artificielle, qui va le déployer au bon moment, à la bonne personne, et tout ça de manière automatisée. Et bien entendu, en temps de paix officiel, on y reviendra. Euh, voilà. Créer un autre effet, c'est créer la surcharge informationnelle. Donc là, pour en revenir à la cognition, c'est-à-dire que finalement, euh, la différence, enfin la particularité quand on parle de guerre cognitive, c'est quand je présente tout ça, l'objet derrière de cette influence n'est pas tant de faire croire un événement faux, particulier, c'est plutôt de jeter le doute sur l'ensemble et de créer une sorte d'alimenter une confusion informationnelle, un brouillard informationnel et de rajouter à de la surcharge, à de la charge informationnelle qui déjà, de par nos différents moyens d'interaction et les réseaux sociaux est déjà très présente, mais il suffit d'en rajouter un petit peu plus et finalement on amène les gens à potentiellement se déconnecter entièrement ou par mécanisme de sécurité, en fait s'éloigner de la sphère informationnelle plus globale et se désintéresser potentiellement de la vie démocratique. Euh, voilà. Ensuite, bon, voilà, passage à l'économie de l'intention, j'en ai parlé. Bon. Et dans le fond, le risque, c'est une modification du rapport à la vérité, à la réalité, parce que dans tout ce brouhaha informationnel, on n'arrive plus à distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux, et ce qui est repris par d'autres. Euh, voilà. Bon, ça, c'est simplement pour représentation différente de ce que je viens de dire ici. Donc, c'est une distinction entre agir sur l'information et agir sur la cognition par deux moyens différents. Le but à la fin, c'est d'agir sur les modèles mentaux, les représentations et les capacités à traiter cette information ou à avoir envie de la traiter.
Voilà. Et en dernier lieu, simplement pour montrer un petit peu quand on parle de guerre cognitive, on est sur un champ très large qui vont d'un niveau biologique à un niveau social et sociétal. L'IA là-dedans peut intervenir partout. Sur un niveau plus biologique, on va parler des neurotechnologies. En fait, l'IA là va plus agir comme un catalyseur de différentes technologies pour faire émerger des technologies et potentiellement des risques qui vont avec. Et ensuite, les autres niveaux, on en a parlé, c'est soit la modification potentielle des comportements ou des attitudes, simplement par les usages qui nous en sont poussés et la technologie, et par ce qu'elle a intrinsèquement. Et ensuite, les effets de manipulation. Voilà, et pour montrer l'ensemble des thématiques ou des disciplines qui sont couvertes, donc même il faudrait replier tout ça, et en fait, parce que les croisements sont différents, pour dire que ça peut aller effectivement même jusqu'à des réflexions à un niveau de de politique de relations internationales, même d'intelligence économique. Je pense qu'un des bons exemples là-dedans, c'est l'exemple de DeepSeek et de comment la Chine, par une campagne d'astroturfing et donc de mise en place artificielle d'un, de création d'un mouvement d'opinion de manière artificielle, a placé un de ses acteurs économiques euh, sur, dans le paysage de l'IA et l'a rendu incontournable, puisque maintenant les modèles de DeepSeek sont présents dans tous les benchmarks, voilà, sans absolument présumer de la capacité, de la performance des modèles, hein, mais c'est de dire ça a été une stratégie euh, assumée, politique, d'utiliser l'IA comme ça, à la fois pour euh, manipuler l'opinion publique finalement, et de créer un acteur économique majeur qui en plus lui-même se situe dans un secteur qui a la capacité d'imposer des modèles avec des alignements particuliers et donc qui sont eux-mêmes de potentiels émetteurs d'influence, qui ont une influence propre. Donc voilà, bon. Parce que j'ai assez parlé, je vais passer la parole à Fabrice maintenant, mais voilà, je te fais la transition sur la Chine. Comme ça, Merci Baptiste. Merci, j'espère être aussi intéressant que toi. Euh, En fait, pour prolonger ton propos, je vais prendre une perspective totalement différente, qui est en fait le fait que, premièrement, on doit concéder la réalité de cette manipulation des esprits. Et ça, c'est peut-être le plus difficile à accepter pour nous, parce que nous nous retrouvons, nous sommes tellement fiers de nos technologies, de ce que nous savons faire, de ce que nous savons apporter, que nous avons du mal à admettre que cette manipulation que tu as décrite est tout à fait une réalité et est utilisée de façon systématique. Et donc, on va essayer d'aborder, de donner une perspective stratégique à tout ça pour comprendre pourquoi, comment on en arrive à faire quelque chose de systématique, à considérer cette manipulation des esprits comme un instrument normal des relations internationales. Donc, je vais commencer par l'affaire Cambridge Analytica qui date de 2018, où on a effectivement constaté que l'intelligence artificielle avait été déjà utilisée pour récolter les profils et les données de 87 millions d'utilisateurs américains et britanniques de Facebook et ensuite influencer les élections avec du micro-ciblage. Et donc on utilisait déjà ces outils pour manipuler les esprits et influencer le vote. On va retrouver également, et ça c'est dans le rapport du secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale, le SGDSN, donc qui est rattaché au Premier ministre, hein, cet organisme français, a produit en 2025 un rapport sur ces tentatives de manipulation de l'élection présidentielle roumaine l'année précédente, où lors de cette campagne électorale, on a fait des centaines, des milliers de comptes TikTok ont été créés grâce toujours à des outils d'intelligence artificielle et d'automatisation. Ensuite, ces comptes, l'IA a été utilisée pour générer, publier des commentaires favorables aux candidats pro-russes en masse, tandis que des influenceurs, donc cette fois-ci des gens en chair et en os, avaient été recrutés pour produire du contenu et refaire remonter cette candidature dans le résultat proposé par les algorithmes de TikTok. Donc on trouvait une manipulation, une volonté de manipuler les algorithmes au profit d'un objectif stratégique qui était l'élection d'un candidat pro-russe.
Mais ce phénomène n'est pas nouveau. Ce phénomène cette volonté de manipuler les populations, de les gagner à notre cause dans le court terme ou dans le long terme, c'est un phénomène ancien. Sun Tzu, il y a 2500 ans, a été le premier à formuler cette nécessité d'avoir les populations, de manipuler les populations pour les gagner à sa cause. Ensuite, Clausewitz, au début du 19e siècle, a lui, notamment pour gagner la population de son propre pays à la cause de la guerre, il a bien mentionné qu'il fallait s'appuyer sur les émotions et les passions de la population. Les émotions et les passions d'une population sont la clé de son soutien à un effort de guerre. Tandis que le pouvoir politique, lui, doit rester totalement froid et ne doit pas y succomber. Donc on voit bien, c'est déjà dans cette formulation par Clausewitz, ce que tu as décrit, je pense, Baptiste, cette nécessité d'utiliser les émotions d'une population pour la gagner à sa cause. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit intégrer. L'appel à la raison n'est pas ce qui marche le mieux d'un point de vue stratégique. Aussi, nous pouvons également reprendre un exemple historique assez récent où la manipulation des émotions a parvenu à déclencher une guerre. C'est début juillet 1870, Bismarck, le chancelier allemand, a manipulé et déformé une dépêche de l'empereur Guillaume Ier, la fameuse dépêche d'Ems, pour ensuite la transmettre à la presse française par une agence de communication, dans l'espoir de déclencher la colère de l'opinion et provoquer la France dans la guerre. On ajoute à ça quelques erreurs de traduction du côté français, et la manipulation avait été lancée. Révoltés par ce qu'ils apprennent dans la presse, les Français, les Parisiens manifestent leur nationalisme bruyamment dans la rue, tandis que l'Assemblée nationale, emportée par son élan, vote les crédits nécessaires pour déclencher la guerre. Et on est bien dans cette volonté de manipuler les esprits, parce que ça permet d'arriver à ses fins stratégiques. Donc où apparaît l'intelligence artificielle dans toutes ces manipulations? Donc sans aller aussi loin que toi, hein, Baptiste, on va je vais aborder plutôt d'un autre plan, proche de Sun Tzu, qui sont les deux grandes approches que nous pourrions parler d'approche directe et approche indirecte. Et les deux pouvant être combinés dans l'espace et dans le temps pour un maximum d'effets. L'approche directe pourrait être considérée comme le ciblage de certains groupes ou de personnes, avec des messages ciblés et personnalisés, comme dans l'affaire de Cambridge Analytica. Et on pourrait inclure également dans cette catégorie les sites complotistes ou extrémistes qui avancent à visage découvert. L'intelligence artificielle pourra donc être employée pour définir le public cible et générer les messages adaptés à ce public. De l'autre côté, c'est celle que je préfère, je trouve peut-être la plus perverse. De l'autre côté, c'est l'approche indirecte qui va recouvrir de plusieurs formes. Nous allons y trouver la manipulation des algorithmes, comme lors de l'élection présidentielle roumaine, mais aussi des manœuvres dans le long terme, et là qui vont influencer par petites touches notre manière de penser, notre cognition, et on va instiller progressivement des pastilles destinées à nous influencer sur le long terme. Et ça, c'est une approche complètement indirecte que Sun Tzu avait déjà, il y a 2500 ans, modélisée, quand la population quand le pays ennemi était trop difficile à aborder sur le plan direct, sur le plan militaire. Donc on a parlé ainsi, tu as parlé, Jean-Baptiste, de la pollution des IA génératives, grâce à la création de centaines ou de milliers de sites web avec un contenu servant les intérêts de l'attaquant. Et effectivement, on désinforme ensuite par la population de ces IA par la pollution de ces IA génératives. Il existe donc on va développer cette approche indirecte grâce à des sites web qui, avec leur contenu généré par IA générative, développés par IA générative, vont polluer le web en général. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ces sites peuvent contenir des informations d'apparence anodine. Notamment, je prends le cas du site Mediafoot Marseille, hein, qui a été cité dans ce rapport de Reporters sans frontières. Quand on regarde bien ce site, quand on l'analyse, eh bien en fait, il est présenté comme une menace, mais concrètement, ce site est très mal fait, il est mal référencé, et quand on regarde les contenus de ce site Mediafoot Marseille, il n'y a rien qui puisse convaincre un fan de l'OM, parce qu'on ne retrouve pas le lexique des fans de l'OM. On ne retrouve pas on ne retrouve pas la canebière,
On ne retrouve pas le vélodrome, on ne retrouve pas le terme des minots. Tout un lexique spécifique aux fans de Marseille n'existe pas. Donc on va en déduire que ce site n'est pas nécessairement destiné euh, directement aux populations, aux fans de l'OM. Il est destiné à un autre public. Et donc là, on va pouvoir se dire que finalement, ce site est destiné à être repris dans d'autres médias, par des médias, pour illustrer la menace, plus que directement par les populations eux-mêmes, plus que cibler les populations. Donc on est bien dans une approche indirecte. Euh, ensuite, le, on s'aperçoit que l'utilisation offensive des IA contre les populations, c'est d'abord un mode de pensée. Et en effet, en Europe, il nous est très difficile d'utiliser le mot guerre, car on est imprégné depuis des siècles de cette différence entre l'état de paix et l'état de guerre. Et la guerre étant déclarée par le Parlement. Et autrement dit, il n'y a pas de guerre. Si ce n'est pas déclaré par le Parlement, il n'y a pas de guerre. Il suffit de voir le décennie qu'il nous a fallu pour déclarer que les événements d'Algérie étaient en fait une guerre. Et donc on est bien dans un problème non pas seulement juridique, mais dans un problème social et politique. Et donc pour m'appuyer sur la stratégie russe, et on va retrouver la même chose du côté chinois, la première étape consiste à comprendre que cette séparation entre état de paix et état de guerre n'existe pas dans la culture stratégique russe. Dimitri Minich l'explique en détail dans son ouvrage intitulé Pensée et culture stratégique russe, du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine. Donc, dans cette perspective illustrée par Dimitri Minich, guerre et paix ne font qu'un et se situent dans un continuum de la compétition entre États. Donc, dans cette logique, le conflit n'a pas besoin d'une déclaration de guerre en bonne et due forme. Il est un état de fait et seuls les moyens utilisés pour conduire ce conflit diffèrent entre la guerre coercitive avec des armées et les autres formes de conflit. Donc l'intelligence artificielle, il est tout à fait normal de l'utiliser dans cette logique russe, dans une logique de conflictualité. Ça n'a rien de surprenant, rien d'agressif en quelque sorte. Surtout que dans leur rhétorique et dans leur perception, ils se sentent attaqués, il leur appartient de se défendre. Et si j'utilise, en m'appuyant sur TRIZ, TRIZ c'est cette théorie de résolution des problèmes inventifs qui était initialement destinée aux problèmes d'ingénierie, et qui a été développé en URSS, en Union soviétique, juste après la Deuxième Guerre mondiale. D'après TRIZ, l'analyse stratégique est systémique et les populations de l'adversaire doivent être gagnées à la cause défendue. Et donc les populations font partie de l'analyse stratégique intégrale dans TRIZ. Elles font partie et il faut les gagner à notre cause. Une autre caractéristique de TRIZ, de cette théorie, c'est l'emploi d'une forme de dialectique, et finalement proche des écrits de Sun Tzu, et qu'on va retrouver aussi chez Clausewitz, où il s'agit notamment de transformer une force en faiblesse. Donc si on considère que l'informatique, l'Internet, le partage immédiat et universel de l'information sont des forces de nos sociétés, alors il convient de transformer ces forces et de les retourner contre nous pour en faire nos propres faiblesses. Et c'est là que l'intelligence artificielle intervient très naturellement avec les méthodes que toi tu as mentionnées, Baptiste, pour justement ce qui fait notre force doit devenir notre faiblesse. L'open source, où tous ces systèmes, tous ces modèles d'intelligence artificielle sont disponibles dans le monde entier, l'open source qui a été une force pour la transformation numérique de nos sociétés et le développement de l'informatique, cet open source peut devenir notre propre faiblesse parce qu'il est retourné contre nous, en donnant accès à des tas d'acteurs, étatiques ou subétatiques, à ces outils. Et comment on peut s'en prémunir? En fait, c'est intéressant parce que quand on regarde TRIZ, TRIZ est basé sur l'identification des contradictions et leur résolution par leur dépassement. Donc, et si on prend aujourd'hui le discours dominant du côté russe, c'est que nos sociétés sont incapables de voir leurs propres contradictions. On voit d'ailleurs une inspiration d'origine marxiste dans cette approche. Comme nous ne sommes pas capables de voir nos propres contradictions, cela crée autant de vulnérabilité. De portes dérobées ou des contenus générés en masse ou des actions d'influence pourront trouver un terrain favorable pour se développer. Ça, c'est cette compréhension de ce système-là, de nos propres vulnérabilités, est mise en évidence par TRIZ.
Et de la même façon, TRIZ permet, l'approche par cette théorie permet d'aller dans une stratégie de long terme. Parce que TRIZ inclut également des notions de temporalité, de segmentation dans le temps et dans l'espace, et permet ainsi une projection sur des années, voire des décennies. Ce qui rend d'autant plus difficile à la fois la détection de ces stratégies, mais aussi la mesure de leur efficacité. Mais on peut accepter de renoncer à la mesure de l'efficacité de ces stratégies quand on est soi-même convaincu de leur bien fondé. Et ça fait aussi partie de l'état d'esprit. Il est naturel de penser en influence des populations, il est naturel de penser en manipulation des populations. Ne pas l'intégrer dans une stratégie serait quasiment une faute contre l'esprit. Et donc ça fait partie des choses normales, et donc c'est tellement évident qu'on n'a même plus besoin de le mesurer, quasiment. Et ce qui fait qu'il est aujourd'hui quasiment impossible de discriminer dans le long terme les facteurs internes d'évolution d'une société des facteurs externes, et notamment ces influences étrangères. Qu'est-ce qui vient de nous? Qu'est-ce qui vient de l'étranger? D'autant que, et tu l'as cité également, Baptiste, on va retrouver dans certains cas, par coïncidence, des convergences d'intérêts entre ces manipulations externes et certaines ambitions politiques ou complotistes ou ce que l'on veut au niveau national qui vont faire converger ces efforts et vont permettre de les démultiplier sans qu'il nous soit nécessaire de fournir d'efforts. Et donc, la question que je me pose aujourd'hui, si on prend cette approche stratégique proposée par cette théorie de résolution des problèmes inventifs, c'est est-ce que nous sommes prêts à nous confronter aux contradictions de nos sociétés, puisque ces contradictions sont perçues par nos adversaires comme une faiblesse et une porte ouverte comment dire ça, à une porte ouverte qui va nous affaiblir et va leur permettre de faire d'avancer leur agenda. Donc, est-ce qu'on est prêt à nous confronter à nos propres contradictions? Et ensuite, mais quand on voit que ces contradictions sont consubstantielles de l'organisation et du fonctionnement de nos sociétés démocratiques, il y a une deuxième question qui est est-ce que nous avons intérêt à nous défendre de manière active au risque d'attribuer à des influences étrangères ce qui relève tout simplement de l'évolution normale d'une société liée à ses propres contradictions? Et ça pose encore d'autres questions auxquelles aujourd'hui, finalement, je n'ai pas de réponse. Voilà, merci pour votre attention. Je reviens. Donc, merci beaucoup. Euh, alors là, justement, la dernière question que vous avez posée, Fabrice, moi, j'aimerais que vous m'en disiez un petit peu plus sur les contradictions de notre société. J'ai pas forcément une idée très claire de ce que ça peut être concrètement pour un public non averti, je dirais. Eh bien, en fait, justement, ce qui est très intéressant quand on écoute le discours politique, quand on écoute le discours des entreprises de la tech, à chaque fois, les propositions ne produisent que des effets positifs. Mhm. Et tout va bien, tout est positif et voilà, tout va s'améliorer. Si on prend cette approche par TRIZ des problèmes d'une société, toute décision positive produit des effets négatifs, et des effets de bord, et des effets indésirables. Et dans le discours politique, dans le discours économique, il n'est jamais fait mention de ces effets indésirables de l'innovation. Par exemple, quand Sam Altman va parler de ChatGPT, il ne va jamais mentionner les effets indésirables de l'intelligence artificielle générative. C'est totalement absent du discours. Quand un politique propose une loi sur un sujet quelconque, il ne va jamais parler des effets de bord de cette loi, qui pourraient provoquer des résistances ou des oppositions dans la population. Et donc, ça fait partie des sujets qui sont très difficiles à appréhender parce qu'ils sont tout simplement absents de tout le discours. Et la force et tout l'intérêt d'aborder une société par ses contradictions, c'est d'identifier, de dépasser le discours officiel, de dépasser les projets, comment dire ça, séduisants, et d'essayer de comprendre quels sont les effets négatifs que cette décision va apporter. Et parce que si on parvient à identifier ces effets négatifs et à les introduire dans un modèle d'IA, comme Baptiste en a parlé, on va pouvoir trouver forcément un public qui sera
mécontent de cette loi, de ces dispositions, ou qui en aura subi les conséquences négatives. Et à partir de ce moment-là, on peut augmenter son influence et trouver un auditoire favorable. Et donc c'est comment je vais jouer sur ces contradictions pour pouvoir gagner de l'influence et modifier le rapport des citoyens avec leur État, avec leur nation et avec leur classe politique, leurs entreprises, etc. Alors, j'ai une question qui a été posée dans le chat. Donc, comment expliquez-vous que notre société française, nos entreprises, soient si peu sensibilisées aux sciences cognitives et aux moyens de faire face aux enjeux que vous nous avez présentés aujourd'hui? Hmm. Euh, Baptiste, je te propose de répondre en quelques mots et puis je te laisse la Vas-y, parole dans vas-y. la foulée. D'accord. Premièrement, ce qui est très intéressant, c'est tout ce qui est lié à la cognition. Je vais recentrer uniquement sur la connaissance et notamment euh, c'est comment se gère la connaissance et le savoir et la culture d'une entreprise. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de valeurs communes, de connaissances d'une entreprise, mais finalement, ça n'apparaît nulle part dans le compte de résultat et dans le chiffre d'affaires, dans le compte de résultat, dans le bilan. Donc, ce qui n'apparaît pas dans le bilan, ce qui n'apparaît pas dans le compte de résultat, n'a pas de valeur. Et à partir du moment où ça n'a pas de valeur et que on est dans une logique financière de l'entreprise, ça n'existe pas, donc ça n'intéresse pas. Et ça, c'est toute la complexité pour une entreprise de réussir à dépasser sa dimension financière pour accorder de la valeur à la connaissance, aux valeurs et à sa vision du monde. Et je te laisse la parole, Baptiste. Merci. Euh, oui, moi je pense que j'ai pas une énorme vision comment enfin, du périmètre de comment c'est traité en entreprise. Je pense que effectivement ce n'est pas vu comme une priorité, mais potentiellement l'un des avantages justement de l'IA, enfin, en tout cas de la démocratisation de l'IA et un peu de l'urgence avec laquelle tout le monde a voulu s'en saisir, c'est que ça oblige à penser ces questions-là. Et donc, progressivement, ça va devenir un sujet. Alors, peut-être pas abordé sous le bon angle. Euh, quand je parlais au tout début que finalement, enfin, quand on parle de guerre cognitive, c'est peut-être pas le bon terme. En anglais, c'est warfare. Donc, et finalement, c'est plus un sujet sociétal. Donc, en fait, les sujets de fond, la façon dont ça se décline aujourd'hui, je pense, et donc c'est plus facile de s'en emparer, c'est celui de la défense, de la sécurité cognitive, voire même de la souveraineté cognitive, si on réfléchit à qui possède nos données et qui a accès finalement en fait, qui possède cette infrastructure. Euh, et par ce biais-là, qui s'engouffre un petit peu, ou bon, on peut faire un parallèle avec la cybersécurité, potentiellement, je pense qu'il y a une sensibilisation accrue parce que on voit de la capacité d'influence et on commence un petit peu à toucher du doigt les risques qui peuvent être derrière. Mais tant que les risques, et c'est difficile parce qu'on parle de cognition, tant que les risques ne sont pas concrets et palpables, ce sera toujours dépriorisé. On va dire ça comme ça. Alors, il y a une petite demande de clarification pour vous, Fabrice. Donc, serait-il possible de revenir sur le passage de l'économie de l'attention à celle de l'intention et sur l'astroturfing de la Chine pour le déploiement de DeepSeek? Je pense que il y a pas mal C'était de pour, gens qui seront intéressés pour c'était pour avoir. moi, je pense. Ah, c'était toi? Je croyais que c'était Fabrice. Ok. Ouais, ouais, c'était pour moi. Ah oui. Donc, donc là, il y a deux choses. Le passage de l'économie de l'attention, l'économie de l'attention, c'est ce qui est euh, théorisé, en fait, ce qui sous-tend actuellement, ce qui a guidé le développement des plateformes, des réseaux sociaux, même des smartphones, c'est-à-dire ça a été pensé comme un moyen, parce qu'il faut que ce soit rentable, donc il faut retenir l'attention des individus. Et donc ça veut dire que on met en place des mécanismes euh, de conception, hein, d'algorithmes, d'interfaces, etc., qui vont, euh, qui vont faire en sorte de retenir l'attention. Et donc, des mécanismes addictifs, finalement, puisque certains, comme
le pull to refresh, si on veut, sur nos mails ou sur les derniers messages, quand on tire vers le bas, on a une petite roue qui tourne et on voit si on a des nouveaux messages. C'est un mécanisme qui est directement inspiré des mécanismes des machines à sous. Euh, donc en fait, il y a une vraie inspiration dans la conception des systèmes, ce qu'on appelle la captologie, d'appliquer les connaissances en psychologie, en économie, en psychologie comportementale et en sciences cognitives pour concevoir des systèmes et des interfaces qui vont maximiser le temps passé sur ces outils-là parce que en fait, c'est ça qui est monétisé. Euh, Google, on le pense tous comme un outil de recherche, comme un moteur de recherche, comme un ensemble de suites logicielles peut-être, etc. Google, c'est avant tout la plus grosse régie publicitaire du monde, de tous les temps. Si on le voit sous cet angle-là, on comprend euh, l'intérêt qu'il va y avoir à en fait récupérer toutes ces données qui jusqu'à présent sont des données comportementales. C'est-à-dire où est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on a ouvert, comment on est passé d'un endroit à l'autre. Là où l'IA change la donne, c'est que les outils qui sont proposés proposent pas simplement de nous amener à un endroit ou à un autre, ils proposent de faire les choses à notre place et on va leur donner nous-mêmes notre intention. Je souhaiterais faire ça, je souhaiterais réserver, je voudrais partir en voyage à tel endroit. Et donc, finalement, les données qui vont pouvoir être recueillies sont d'une complexité un petit peu plus supérieure, puisqu'elles sont finalement contextualisées. Et donc, c'est une connaissance supplémentaire. Euh, et c'est une bataille pour plus seulement l'attention, mais également en fait, réussir à récupérer nos intentions et donc nous amener à nous exprimer, à parler, à continuer à entretenir cette relation, ce que des chatbots IA, des compagnons IA font parfaitement bien et puis par leur format sont aussi naturellement beaucoup plus engageants, à même à créer de la confiance, à créer une relation, une dépendance émotionnelle avec les conséquences dont je parlais tout à l'heure, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a un lien, il y a une économie derrière qui, qui est en train de de muter également. Et le deuxième point, c'était l'astroturfing sur DeepSeek. Donc l'astroturfing, c'est un mécanisme, c'est d'une création artificielle d'un mouvement d'opinion. C'est-à-dire, on va prendre des bots, plein de bots, et on va les faire s'exprimer sur un sujet de manière orientée, ou même, ou pas, hein, ça peut être pour créer artificiellement un débat qui n'est pas là présent dans la société, mais qui le devient de manière artificielle, et ensuite des relais, des vrais relais, hein, des gens qui vont voir que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'expriment un petit peu sur ce sujet, ils vont dire, ah bah, je vais le reprendre, je vais en parler moi aussi, et petit à petit, ça devient un sujet, et c'est ce qui a été mis en place finalement pour initier le, pardon, à la sortie de DeepSeek et amplifier en fait et créer de la hype tout simplement autour de ce. Voilà. Encore une fois, c'est- peut-être que la hype était justifiée, voilà, c'est sans avis sur les performances. Néanmoins, ça a fonctionné. C'est un mécanisme d'influence qui a posé un acteur économique et technologique majeur dans le paysage international et qui maintenant est incontournable. Mhm. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je dirais que oui. Et alors justement, donc tout cela arrive par la technologie. Est-ce que vous avez espoir, tous les deux, que la technologie pourra atténuer, mitiger ces effets tentaculaires en fait qu'on peut pas contrôler parce que on les connaît pas tous, c'est pas exhaustif. Donc est-ce que vous avez espoir en une révolution technologique qui permette d'atténuer tous ces effets? Je peux commencer, Fabrice, si tu veux. Euh, pour moi, il y a deux choses. Je dirais, personnellement, est-ce que j'ai espoir que la technologie résolve les problèmes qu'elle a créés elle-même? Non. C'est un Mhm. discours majoritaire dans des gens de la tech, forcément, puisque c'est comme disait Fabrice, hein,
aller rechercher les risques et essayer de travailler sur des causes profondes, ce n'est pas vraiment la tendance. Euh, Néanmoins, je pense que potentiellement, on est aussi nous-mêmes biaisés en travaillant sur l'impact réel de toutes ces démarches. Il y a quelque chose de très latent et de profond et de long terme qu'il est difficile de mesurer. On observe des changements. Comme disait Fabrice, est-ce que quelle est la part de l'influence volontaire là-dedans? Par rapport à la mutation intrinsèque liée juste à l'évolution de notre environnement technologique, c'est très difficile à dire. Euh, les opérations d'influence telles qu'on les entend, informationnelles principalement, c'est des petites pichenettes qui petit à petit nous amènent à mettre des débats sur la table ou autoriser voilà, cette notion de fenêtre d'Overton qui bouge progressivement. Euh, mais donc c'est pas quelque chose de radical, c'est plus un mouvement de fond qui est accompagné, qui est entretenu peut-être par euh, par des opérations d'influence. Je parle pas d'opérations vraiment ponctuelles avec un but ultra précis, peut-être géopolitique ou quoi. Non, là c'est vraiment sur modifier le rapport, la société dans le fond et son rapport à la démocratie. Euh, donc, et finalement, j'ai plus d'espoir dans une réponse sociétale ou dans l'humain euh, lui-même, parce que on s'aperçoit finalement, on parle beaucoup d'influence de X, de l'impact des algorithmes, etc. Euh, si on reprend les chiffres, X, ça représente euh, une proportion relativement faible finalement des personnes vraiment qui s'informent sur X, c'est une proportion relativement faible de la population. Donc c'est pas une grande majorité. On peut questionner le fait de pourquoi est-ce que la communication politique et stratégique passe en majorité par X et soit ensuite relayée. Mais des gens qui sont activement dessus, euh, c'est c'est, euh, c'est- c'est pas du tout la majorité. Euh, et je pense que peut-être, enfin, l'espoir que j'ai, c'est qu'il y ait une sorte de réaction opposée qui soit finalement de ressentir le besoin de se reconnecter. Peut-être, ça veut dire se détacher un petit peu de certaines problématiques, mais en tout cas de se reconnecter à l'échelle sociale sur des questions peut-être plus locales, de proximité ou des choses qui touchent un petit peu plus. Et, euh, et ça va dans le sens aussi de battre un petit peu plein de clichés sur le fait que les jeunes seraient beaucoup plus déconnectés ou seraient beaucoup plus sensibles notamment à la désinformation, ce qui n'est pas vrai. Tout le monde est touché de la même manière et les jeunes générations ont entièrement conscience euh, de, des usages qui leur sont proposés, des problèmes que ces technologies soulèvent. Et donc, pour moi, je porte un peu d'espoir là-dedans en me disant peut-être qu'un jour on va aller trop loin et que ça va réagir, ça va susciter des réactions qui vont entraîner une sorte de prise de conscience un petit peu concrète. Euh, Rapidement, Fabrice, vous voulez intervenir là sur ce sujet? Il est 14 heures après, bon, voilà. Ça va être très rapide. Ouais. Eh bien, pour prolonger le propos de Baptiste avec lequel je suis entièrement d'accord, je reviendrai sur un essai de Marc Bloch, cet historien, qui a, comment dire ça, publié un essai en 1921 sur les fausses nouvelles pendant la guerre. Il avait constaté que les fausses nouvelles qui se répandaient à l'arrière du front pendant la Première Guerre mondiale trouvaient d'abord leur origine dans l'isolement social des soldats de première ligne dans les tranchées, qui étaient seuls, et en l'absence d'informations se construisait un monde parallèle. Mm. Et ensuite, ces fausses nouvelles qui venaient souvent de l'arrière correspondaient rarement à quelque chose de réel, mais trouvaient une agora, un espace, une chambre d'écho, une chambre de résonance dans les cuisines à l'arrière du front. Et elles arrivaient ensuite chez les généraux, chez les chefs militaires français, grâce aux popotiers, grâce aux ordonnances,
qui leur apportait ces fausses nouvelles. Et Marc Bloch en était arrivé à la conclusion que ces fausses nouvelles avaient trouvé du crédit simplement parce qu'elles correspondaient à ce que les gens voulaient entendre. Soldats des tranchées comme généraux. Et donc, toute la question, et je suis entièrement d'accord de ce côté-là avec Baptiste, c'est que la réponse est d'abord une réponse de la société, et comment la société se voit, comment elle se considère, et comment elle fait un maillage social qui, quelque part, permet de diminuer cet isolement, et permet, par la multiplication des interactions sociales, de résister à ces manipulations et à ces influences en profondeur. Ok, bah Et merci beaucoup. Oui, vas-y, pardon, je vais Baptiste. rebondir. Ce qui est intéressant par rapport Hum, à l'exemple que tu as donné de Marc Bloch, euh, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le cas opposé, c'est-à-dire que les lignes de front, tout le monde est submergé d'informations. Donc, c'est plus la rareté de l'information qui faisait qu'on va récupérer le peu d'informations qui vont nous conforter. Bien sûr, on est toujours dans cette même logique, hein, de biais. Mais plutôt cette fois-ci dans une surcharge informationnelle globale qui potentiellement peut créer ce réflexe aussi d'éloignement et se dire bon, on se referme. Euh, bon, euh, ouais. bah, je vous remercie. Finalement, vous avez répondu à la dernière question qu'un des participants voulait poser, c'était comment construire une résistance cognitive. Donc là, il y a une piste que vous avez évoquée. Donc, on va clôturer ce webinaire. Donc, merci beaucoup, Baptiste Prévost. Merci, Baptiste. Merci, Fabrice. Merci à tous les participants. Donc, on en repart, je pense, avec beaucoup d'enseignements et surtout beaucoup de questions, je crois. Ouais. Et Voilà. merci pour l'invitation et puis surtout, Ouais. Vous pourrez, donc on mettra en ligne l'enregistrement sur YouTube et voilà, si ce et sera si vous possible de souhaitez poursuivre la conversation, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, j'aurai une question que je vous enverrai par email d'ailleurs. Ça marche. Merci beaucoup. Merci, Merci, au Ouais, revoir. bonne journée. merci. Au revoir.